Il s'arroge le pouvoir sur toute l'Europe. Il se couronne lui-même empereur. Il apporte liberté et égalité. Mais aussi mort et souffrance en Allemagne. Il scelle le destin de millions d'individus. Napoléon Bonaparte. Juin 1812. Napoléon entre en guerre avec la Russie. La plus grande armée de tous les temps marche sur l'Est. Forte de 600 000 hommes. Français, Allemands, Italiens, Hollandais. C'est une force européenne comme on n'en a encore jamais vu. Le jeune Allemand Förster Fleck de Kassel part au combat plein d'entrain. Fleck fait partie de la Grande Armée. Après avoir quitté Göttingen, sa compagnie se dirige vers l'Est. Elle traverse la Pologne en passant au nord de Varsovie et fait route vers la Russie. Mais sur la route, les soldats ne rencontrent pas seulement la chaleur écrasante, les moustiques et d'interminables marécages. Ils doivent aussi affronter la colère des paysans qui n'ont aucune envie de laisser les troupes affamées vider leurs greniers et se défendre contre les pillages. Die Vorräte schrumpften immer mehr und der ersehnte Nachschub blieb aus. De plus en plus souvent, les soldats qui partaient en quête de nourriture revenaient bredouilles. Quand ils n'avaient pas été purement et simplement massacrés par les paysans russes. Mais personne ne se doutait que le pire était encore à venir. Dans les magasins de la bibliothèque universitaire de Göttingen, on trouve sous la cote M24 un petit livre fatigué, apparemment sans intérêt. Ce sont les mémoires de Förster Fleck. Il y décrit minutieusement la campagne de Russie, les longues marches, la détresse, l'alternance de moments de courage et de désespoir. Nous faisions partie de l'arrière-garde de la Grande Armée. Le gros des troupes nous précédait. À la vue des premiers cadavres de soldats français au bord du chemin, nous sentîmes le courage nous abandonner. Mais nous devions poursuivre notre route, continuer sans nous arrêter. Napoléon a prévu une campagne rapide. Il a l'intention de battre l'armée russe sitôt la frontière franchie. Mais les troupes ennemies ne cessent de reculer vers l'intérieur du pays. Inlassablement, des escouades partent en quête de bétail, de chevaux, de grains ou de volailles à réquisitionner. Ce sont les fourrageurs. Napoléon ne veut pas organiser de base de ravitaillement qui risquerait de ralentir son armée. Il préfère que ses troupes soient le plus mobiles possible. En la matière, sa devise est « La guerre nourrit la guerre ». L'armée napoléonienne s'enfonce toujours plus profondément dans le territoire russe. Nous trouvions de moins en moins de nourriture. Les villages étaient déserts. Les villageois vidaient et détruisaient les caves et les greniers et laissaient les lieux à l'abandon. C'était fantomatique. Mais nous espérions toujours pouvoir nous rattraper sur les villes et les villages suivants. En attendant, il fallait nous résigner à manger du cheval. Au début, cette pitance nous semblait infecte. Mais ensuite, notre situation avait tellement empiré que nous nous estimions heureux quand nous en trouvions. Surtout si les bêtes venaient de mourir et n'étaient pas déjà en train de se décomposer, comme ce devait être si souvent le cas par la suite. Nous étions impatients d'en découdre enfin, pour pouvoir rentrer au pays couvert d'or et de gloire. In die Heimat zurückzukehren.
Rentrée au pays. Le pays de Fleck, Napoléon l'a mis sans dessus-dessous. Et voilà qu'à présent, il s'attaque à la Russie. Ce qui allait advenir après la victoire sur la Russie, pas véritablement de plan. Des grands rêves, il deviendrait l'égal d'Alexandre le Grand. Il pourrait faire comme Alexandre le Grand des conquêtes qui iraient jusqu'en Inde. Il réorganiserait l'ensemble de l'Europe. Mais tout cela, c'est beaucoup plus du domaine du rêve que du domaine de la réalité. Et c'est là qu'on voit bien aussi le changement qui est en train de s'opérer dans ces années-là. Napoléon perd une partie de sa capacité à imaginer le réel et à transformer le réel comme il l'avait fait antérieurement. La Russie est puissante. Alexandre Ier est installé à Saint-Pétersbourg, sa capitale. À la cour, on parle français. Le tsar est un rival sérieux dans la lutte pour la domination de l'Europe. Pour pouvoir accomplir ses grands desseins, Napoléon doit vaincre ce rival, le tsar de toutes les Russies. Celui-ci, comme l'empereur des Français, mène plusieurs guerres de front. Ses troupes sont dans le Caucase. Il a conquis la Finlande et une guerre sanglante l'oppose à la Perse. Napoléon cherche depuis le début à livrer la grande bataille décisive. Mais les Russes pratiquent une stratégie d'évitement, se repliant à chaque fois au dernier moment. L'armée du tsar ne se montre jamais au complet. Ce que trouvent les soldats de Napoléon en arrivant sur les positions abandonnées par l'ennemi, ce sont des messages de propagande. Français, cessez de vous battre pour l'insatiable ambition d'un souverain qui ne veut point la paix. Retournez chez vous ou acceptez un asile en Russie. Mais la grande armée poursuit sa marche. D'embuscade en escarmouche, Alexandre attire les soldats de Napoléon dans un piège redoutable. Un piège qui va bientôt se refermer. Napoléon n'a pas compris que ses adversaires, entre-temps, avaient bien compris la manière dont lui-même faisait la guerre et qu'ils en avaient tiré les leçons qu'il s'imposait en développant d'autres manières de lui faire face. Et en particulier, c'est ce qu'on voit dans la conduite de la guerre de l'armée russe, du maréchal Koutouzov et des autres. Ils refusent la bataille que Napoléon veut leur imposer. Et il y a donc une sorte de course-poursuite dans la Russie. Napoléon rentre, veut forcer les Russes à faire la bataille, jamais il ne trouve en face de lui l'armée russe complète. Dans le meilleur des cas, il trouve des petites unités. Il leur livre combat, mais ces unités décrochent très vite. Nördlingen, en pays souabe, est la ville natale du peintre Albrecht Adam. Il est au service d'Eugène de Beauharnais, fils adoptif de l'empereur. L'un de ses tableaux, impression de la campagne de Russie, est exposé au musée municipal. Albrecht Adam est peintre de bataille. Il part rejoindre Eugène de Beauharnais en Russie. Albrecht Adam tient son journal. En chemin, je pris le temps de m'arrêter pour exécuter quelques études de paysage assez réussies. Mais la beauté des lieux aurait bien pu m'être fatale. J'avais perdu toute notion du temps. C'est alors qu'une estafette arriva. Quelle ne fut pas sa surprise quand je lui dis où je voulais me rendre. Précisément, il en venait. Il me dit d'un air amusé « Mon ami, si vous poursuivez ainsi, la guerre risque fort d'être finie lorsque vous arriverez à destination. » Quelques semaines plus tard, le peintre Albrecht Adam arrive à Borodino,
au bord de la rivière Moskova. L'artiste y est le témoin de la dernière grande bataille de la campagne de Russie. De son point d'observation, il esquisse à la hâte une série de croquis. Son carnet échappera à la destruction et il en tirera plusieurs peintures. Avec la bataille de la Moskova, Napoléon croit qu'il est enfin en train de livrer la grande bataille décisive qu'il espère tant. Mais au dernier moment, les Russes battent à nouveau en retraite. Les combats ont fait des milliers de morts dans les deux camps, mais il n'y a toujours pas de vainqueur. Les troupes de Napoléon continuent leur marche jusqu'aux portes de Moscou. Quel spectacle magnifique que la vision de cette immense cité, dont les innombrables tours, les églises et les coupoles dorées s'offraient à notre regard. J'étais ébloui par tant de splendeur. De ma vie, je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Les coupoles dorées et la grande croix qui surmonte le Kremlin reflétaient les rayons du soleil couchant. La lumière du crépuscule transfigurait ce tableau enchanteur. Le 14 septembre 1812, les troupes de Napoléon entrent dans Moscou. Albrecht Adam se souvient. Nous entrâmes dans la ville sans rencontrer de résistance. Mais il se passait quelque chose d'anormal. J'avais l'impression d'être un comédien en train de jouer devant un parterre vide. Les rues étaient désertes, les maisons semblaient abandonnées. Un silence inquiétant pesait sur la ville. On entendait seulement le pas de nos chevaux et les coups de crosse dans les portes. Nous nous installâmes dans l'une des rares maisons encore habitées. Malgré mes efforts pour rester éveillé, je sombrai rapidement dans un profond sommeil. Soudain, je fus réveillé par une odeur qui me prenait à la gorge. J'étais épouvanté. Ma chambre était envahie par d'immenses flammes dont se dégageait une épaisse fumée. Je crus ma dernière heure arrivée. Mais mon domestique enfonça ma porte du pied avec une telle violence qu'elle sortit de ses gonds. En suffoquant, il me saisit à bras-le-corps et m'entraîna hors de la chambre. Nous courûmes à travers les flammes. Je faillis bien succomber en descendant l'escalier. C'est une situation dramatique pour lui. C'est la première fois qu'il se trouve confronté à une situation d'échec. Or, Napoléon, même s'il a perdu en partie le sens des réalités, sait bien que la victoire, pour lui, est essentielle. Tant qu'il est victorieux, on l'admire ou on le respecte, mais à partir du moment où il n'est plus capable de renforcer la victoire, il est remis en question et il sait qu'à ce moment-là, les oppositions peuvent remonter et qu'il se trouve dans une situation beaucoup plus difficile pour lui. C'est la déroute. Le désespoir et la peur envahissent ce qui reste de la grande armée. Förster Fleck, qui a vu mourir tant de camarades, n'est pas épargné. Auf unserem bitteren Rückzug erreichten wir Notre amère retraite nous ramena sur le champ de bataille de Borodino. Et là, en entrant dans une grange, nous fîmes une horrible découverte. Des soldats grièvement blessés lors de la bataille étaient restés là, entre la vie et la mort. Une puanteur épouvantable de gangrène et de putréfaction me prit à la gorge. Ils gisaient au milieu des cadavres. Ils nous supplièrent de les aider. Aidez-moi, camarade. L'atroce mal du pays leur rongeait le cœur. Aide-moi, je t'en supplie. En larmes, ils nous implorèrent de les emmener avec nous, de ne pas les laisser mourir en terre étrangère. C'est alors que je découvris parmi eux l'un de mes anciens camarades. Il était si grièvement blessé qu'il ne me reconnut pas. Mensch, Junge, ich bin's. Je fus presque soulagé en recevant l'ordre de partir sur le champ. Als der Befehl zum Abmarsch mich zum sofortigen Aufbruch zwang. Ja, sei seiner lieben Seele gnädig. En Allemagne, les nouvelles du front arrivent avec plusieurs semaines de retard,
et sont largement déformés par la propagande. C'est dans ce contexte que le 3 décembre, Napoléon publie un communiqué étonnant. Il y brosse un tableau dramatique de la situation. Ce document est conservé à Paris, au Centre historique des Archives nationales. C'est le 29e bulletin de la Grande Armée. L'Europe y est officiellement informée de l'échec de la campagne de Russie. À en croire Napoléon, c'est surtout aux rigueurs de l'hiver russe qu'est due la débâcle. En Allemagne, on a peur. Il y a longtemps que plus personne ne veut se laisser enrôler dans la guerre des Français. En 1809, la Frise orientale a été annexée par Napoléon sous le nom de département de l'Ems orientale. Ses habitants commencent à protester contre les levées de troupes incessantes de l'armée française. Les archives régionales d'Aurich, en Basse-Saxe, possèdent de nombreux documents de l'époque. Le préfet du nouveau département est chargé de recruter au moins 200 soldats parmi 600 pêcheurs et paysans. Mais cela n'est pas chose facile. Le préfet essaie de calculer le nombre d'hommes mobilisables, mais il n'y a pas de registre d'état civil, ni même de nom de famille, et encore moins de registre de conscription. C'est un chaos indescriptible. Tant bien que mal, le préfet arrive à convoquer 300 hommes devant le conseil de révision. Mais dans la petite bourgade de Timmel, un violent incident oppose les Frisons aux Français qui ont retrouvé dans les registres paroissiaux des noms et des familles. Une révolte contre l'occupant. Antje Otten, une femme de pêcheur, raconte. Hans! Unser viertes Kind war gerade unterwegs. J'attendais notre quatrième enfant quand l'ordre des Français est arrivé. Monsieur ? Jürgen, mon mari, était convoqué à l'église le lundi d'après. Pas seulement lui, mais tous les jeunes hommes de notre paroisse. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sie wollen, dass wir in der Kirche Lose ziehen. Du weißt, was das bedeutet. Verheiratete brauchen nicht zur Armee. Ich werde hingehen. Jürgen voulait y aller pour mettre les choses au point. Le lendemain matin, tous les conscrits de Timmel se rendent à l'église. Un tiers d'entre eux devra servir dans l'armée. L'adjoint du préfet a apporté un sceau. Comme d'habitude, ceux qui devront partir seront désignés par tirage au sort. Tirer le mauvais numéro, c'est tirer un numéro qui les enverra à l'armée. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Devant le portail de l'église se tiennent Antje Otten et d'autres femmes de pêcheurs. Elles assistent à un affrontement lourd de conséquences. Au début, mon mari et les autres ont écouté calmement le discours du préfet. Mais peu à peu, des murmures se sont élevés et se sont transformés en cris. Ils refusaient de tirer les numéros. J'avais le cœur battant. Et puis, ils en sont venus aux mains. Les coups de poing se sont mis à pleuvoir. Un soldat a été traîné à travers l'église et frappé jusqu'au sang. 2 des autres soldats ont bien essayé de l'aider. Mais que pouvait-il face à une foule en colère? Jürgen a renversé le seau et les billets se sont répandus par terre. Les hommes de notre village ne se laissaient pas faire. Un conseil de guerre se réunit alors au château d'Aurich. 20 hommes impliqués dans la rébellion y sont accusés d'avoir compromis la paix de l'Empire. Ils sont jugés pour actes de destruction, de guerre civile et pour usage illégal d'armes. Ils sont condamnés à la prison, aux travaux forcés ou à la mort. Napoléon lui-même a ordonné aux juges de se montrer impitoyables. Le préfet fait imprimer 2000 exemplaires du jugement, qu'il fait placarder pour dissuader la population de se mutiner.
L'affiche fait 1,50 m de long. Anjou! Le lendemain matin, Focke Jansen et Johan Reck sont exécutés. Feu! À cet endroit, une stèle commémore la révolte contre Napoléon. La pierre porte l'inscription « Mieux vaut la mort que l'esclavage ». Le mari d'Antje Otten est incorporé et va rejoindre le 4e bataillon à Lille. Tous les hommes, coupables ou non, ont été emmenés à Lille. Jürgen aussi, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Je restais seule avec 3 enfants et un 4e à naître. 3 Kindern und einem Ungeborenen. Qui donc allait nous nourrir? Wer sollte uns nun ernähren? Napoléon est affaibli et perd de l'influence dans tous les États allemands. Beaucoup de soldats et de fonctionnaires de l'Empire repartent en France, laissant le champ libre aux adversaires de l'occupation française. Le roi de Prusse appelle les citoyens à constituer des milices de volontaires, les corps francs, les Freikorps, pour combattre Napoléon. Le prince Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow est enterré dans l'ancien cimetière militaire de Berlin. Il a donné son nom au fameux Freikorps Lützow, qui rassemblait des membres de la bourgeoisie et de nombreux étudiants prêts à se battre contre les Français. L'uniforme du Freikorps Lützow est noir à boutons dorés, avec des décorations rouges. Il serait à l'origine des couleurs nationales allemandes. Voilà que l'esprit de liberté que Napoléon a exporté en Allemagne se retourne contre lui. Être libre, cela signifie maintenant s'affranchir de son joug à lui. En Westphalie aussi, la révolte gronde. Il y a 5 ans que Napoléon a nommé son frère Jérôme roi de Westphalie. On le surnomme ici König lustig, le roi joyeux, parce qu'il organise des fêtes fastueuses au palais de Wilhelmshöhe. Le château a été rebaptisé par lui Napoleonshöhe. Le nouveau roi n'est guère aimé de ses sujets. Il regrette leurs anciens souverains destitués par Napoléon. L'un d'entre eux, le duc de Braunschweig, prépare son retour. Il traverse le pays incognito et recrute des partisans pour organiser la résistance. La police secrète de l'empereur n'ignore rien de ces conspirations. Il faut dire que nombre de ces espions sont allemands. À l'atelier de restauration de la bibliothèque universitaire de Göttingen se trouve ce vieux livre usé. Un témoin y relate un épisode de cette histoire secrète. Un espion allemand, à la solde de l'Empire, écrit « Je me faisais passer pour un marchand de vin itinérant, proche du duc en fuite, et en quête de renfort pour la lutte contre Napoléon. Je m'étais fait fabriquer de faux papiers par un orfèvre en la matière. Mon passeport, ma lettre de patente et une recommandation du duc de Brunswick. Ma couverture était parfaite. Ma mission était de repérer les éléments subversifs et les déserteurs, de les impliquer dans des situations compromettantes et de les faire arrêter. Et je n'en ai pas honte, bien au contraire. Je reste persuadé que le royaume de Westphalie avait tout à gagner de la présence napoléonienne. Voyez tout ce qu'il nous a apporté, les routes, l'administration, le concordat avec les églises. Il nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Je n'aimais pas tous ces gens qui prétendaient résister à l'occupant. C'étaient des tirs au flanc qui avaient fui l'armée et qui ne cessaient de répéter que c'était mieux au bon vieux temps du duc. Quelle répugnante humilité. J'étais fier de pouvoir servir la police secrète française et de faire entendre raison à tous ces nostalgiques de l'Ancien Régime.
fût-ce en les envoyant en prison. Denn diese Leute sind der größte Witz des Jahrhunderts. Die Franzosen andenken, die Franzosen. Dieser Feldherr, wie er da steht, stramm. J'étais très convaincant. Je maudissais Napoléon et je n'avais pas de mots trop durs pour ces gendarmes que je traitais de chiens enragés et de vauriens. Et ça marchait. Hier in Sachsen, hier in Deutschland. Die Trikolore der Franzosen. Ich pfeife auf die Franzosen. J'ai rapidement gagné la confiance de 5 partisans de mes prétendues idées. Je leur ai soutiré de l'argent en leur faisant croire qu'il s'agissait de me procurer des armes pour la résistance et de les transporter en lieu sûr. Nous sommes partis pour Brunswick. Comme ils étaient confiants et enthousiastes, comme ils étaient crédules, les pauvres imbéciles. Le soir, arrivés à Hanovre, nous avons fait étape à l'auberge du Cerf. J'ai invité mes compagnons patriotes à boire un dernier verre dans la salle commune. Mais là, j'ai bien failli me trahir. J'ai laissé échapper mon pistolet français. Je me suis dit, tout est perdu. Si on découvre mon stratagème, je vais passer un mauvais quart d'heure. Il fallait que je détourne l'attention. Alors je leur ai proposé de boire à la santé de notre cher duc. Ensuite, j'ai fait signe à l'aubergiste. Et les gendarmes sont arrivés. Deux de mes 5 compagnons étaient des déserteurs. Les gendarmes ont arrêté ces canailles pour désertion et haute trahison. J'étais plutôt content de moi. J'avais accompli ma mission d'agent de la police secrète française en faisant coffrer 5 fauteurs de troubles par la ruse et sans tirer un seul coup de feu. Nur mit List und Tücken. Napoléon lève une nouvelle armée. Il veut s'affirmer en tant que maître de l'Europe. Bien sûr, il a été vaincu en Russie, mais en Allemagne, il s'obstine. Trop tard, la Prusse, l'Autriche et la Russie forment une nouvelle coalition. Le roi Frédéric Guillaume III de Prusse, l'empereur François d'Autriche et le tsar Alexandre Ier de Russie se sont alliés pour le combattre. Un journal est publié à l'intention des troupes de la coalition, Les Feuilles allemandes, et l'éditeur en est le libraire Friedrich Arnold Brockhaus, qui donnera son nom à une célèbre encyclopédie allemande. Parmi les fournisseurs dont on trouve trace dans les rapports officiels de l'armée, on relève un autre nom passé dans le langage commun, celui de l'imprimeur Litfaß, dont le fils inventera 40 ans plus tard la version allemande de la colonne Maurice. S'inspirant du modèle de l'armée française, les Prussiens forment un corps de réservistes, des milices citoyennes et des corps francs d'étudiants qui combattront aux côtés de l'armée régulière. En 1813, on lance le Volksopfer, littéralement le sacrifice du peuple, une vaste collecte destinée à financer la lutte pour se libérer des Français. Des millions de florins sont collectés auprès des sujets prussiens. Beaucoup donnent leurs alliances en or en échange d'anneaux de fer, sur lesquels est gravée l'inscription « Contre ce fer, j'ai donné de l'or ».
Dans un coin du cimetière de Bad Kösen, en Thuringe, se trouve une tombe oubliée. C'est celle de Ferdinande de Schmettau, la fille d'un officier prussien ruiné. Elle est née à Breslau. Grâce à sa contribution toute personnelle à l'effort de guerre, la jeune Ferdinande de Schmettau est devenue une véritable icône. À Breslau, en Silésie, les patriotes accourent par centaines dans les guichets de collecte installés à la hâte. La famille Schmettau ne veut pas être en reste. Nous avions été dépouillés de nos bijoux par des pillards français. Mon père était colonel en retraite et ne touchait par an que 600 thalers de pension, ce dont nous devions nous contenter pour vivre. Comme c'était un fervent patriote, il sacrifia sa précieuse redingote d'officier. C'est tout ce qui lui restait de sa carrière militaire. Mes 10 frères et sœurs donnèrent leur dernier trésor. J'étais la seule à ne posséder aucun objet de valeur. Tout le monde était fier de servir la patrie. Et moi, je ne pouvais rien faire pour me rendre utile. Je me sentais exclue. La presse locale ne cesse d'exhorter ses lecteurs à faire preuve de patriotisme en contribuant à l'effort commun. La jeune Ferdinande veut elle aussi faire quelque chose pour la patrie. J'ai eu une idée. J'avais les cheveux assez longs et je me suis rappelé que quand j'étais petite, ma grand-mère s'extasiait toujours devant mes cheveux d'or. Alors je les ai coupés. Le coiffeur m'en a offert 2 thalers, en me disant qu'il les revendrait au perruquier. J'étais très heureuse d'avoir moi aussi quelque chose à donner pour défendre ma patrie. Ferdinande de Schmettau devient vite un emblème de la résistance anti-française. De nombreux Prussiens prennent exemple sur son patriotisme. À l'automne 1813, les troupes de Napoléon se concentrent autour de Leipzig. Elles sont encerclées par les armées autrichiennes, russes et prussiennes. La bataille des nations commence. Comprenant que la supériorité numérique de ses adversaires ne peut que les mener à la victoire, Napoléon, bon prince, leur propose un cessez-le-feu. Mais les forces alliées ignorent son offre. Ce qu'elles veulent, c'est se débarrasser de Napoléon une bonne fois pour toutes. Napoléon est quelqu'un qui a eu une vie tellement flamboyante et qui a tellement entrepris, qui a vécu de manière si intense, si rapide, qu'il a vieilli beaucoup plus vite que ne vieillirait une personne normale. On le voit bien dans les descriptions qu'on a de lui à ce moment-là. On sait qu'il a besoin davantage de dormir qu'autrefois. Il fait des siestes alors qu'au début, il dormait 4 heures dans la nuit au maximum. Il a des moments de rêve. Il a grossi. Il voudrait avoir une vie un petit peu plus calme. Enfin, il commence à rêver d'une vie, je dirais presque bourgeoise, où il pourrait se trouver avec Marie-Louise. Il est le père d'un héritier. Il voudrait pouvoir s'occuper de son fils pour qu'il puisse devenir plus tard son successeur. Bref, Napoléon est quelqu'un qui est vieilli avant l'âge à ce moment-là et qui n'est plus le jeune général fougueux, rapide, intelligent qu'il avait été au début de sa carrière. La bataille des nations est la plus grande bataille jamais menée contre la domination de Napoléon. 400 000 hommes prennent part au combat. On dénombre 84 000 morts et d'innombrables.
À Dölitz, les combats font rage devant la porte médiévale, le principal accès à la ville. Le sol est jonché de morts et de blessés des deux camps. Au bout de 3 jours de combats acharnés, l'armée française est vaincue. C'est devant le moulin de Holzhausen que le général Schwarzenberg annonce officiellement aux troupes coalisées qu'elles ont vaincu l'ennemi. L'armée française bat en retraite. Comble de malchance, la bévue d'un caporal trop pressé de détruire un pont empêche plus de 30 000 soldats restés à Leipzig de franchir la rivière. Toute retraite leur est coupée. Quadrige berlinois à l'orangerie du Palais du Louvre. Depuis 7 ans, il n'a pas bougé des 15 caisses qui ont servi à le transporter en pièces détachées. Le quadrige retourne à Berlin. Aux archives de Prusse à Berlin, on retrouve une lettre envoyée de Paris par un aide de camp de Blücher. Nous avons réussi à retrouver ici le quadrige que l'empereur Napoléon avait dérobé à Berlin. Le char, tout comme les chevaux, est en excellent état. Napoléon est au château de Fontainebleau. Pour la première fois, ses officiers refusent de lui obéir. Et le 2 avril 1814, il est destitué par le Sénat. Son univers s'effondre. Dix jours plus tard, dans la nuit du 12 au 13 avril, Napoléon est seul dans sa chambre. Il tente, semble-t-il, de s'empoisonner. Depuis la campagne de Russie, il porte toujours sur lui une ampoule de poison que son médecin particulier lui a donnée à Moscou. Il survit. Napoléon réagit en quelque sorte à ce moment-là comme un joueur. J'ai tout voulu gagner, j'ai tout perdu, tout est perdu, plus rien ne pourra me sauver. La tentation du suicide remonte, on dit qu'il a pris à ce moment-là du poison. Mais il l'a fait d'une manière si maladroite et si voyante que son médecin l'a empêché d'en prendre beaucoup, l'a soigné, ce qui montre bien que cette tentation n'a été qu'une tentation superficielle mais qu'elle n'était pas profonde. Le 1er mars 1815, Napoléon revient en France et en un temps record, il lève une nouvelle armée. Le 18 juin, les troupes de Napoléon affrontent les Alliés près de Waterloo. Napoléon est définitivement vaincu par les troupes de l'Anglais Wellington et du Prussien Blücher. C'est la fin de l'épopée napoléonienne. Napoléon retourne à Fontainebleau, mais cette fois-ci, Jean-Victor Besson veut dissimuler Napoléon sur un navire de commerce appartenant à sa famille pour l'emmener à New York. À l'époque, j'étais enseigne de vaisseau attaché à l'état-major de la marine française. Sur le port, nous n'avions pas que des amis. Personne n'avait envie de prendre des risques pour venir en aide à l'empereur. Les gens pensaient qu'il ne pourrait échapper aux Anglais. Pour ma femme et moi, la situation de l'empereur était telle que ça aurait été un honneur de l'aider à s'échapper. J'élaborais donc un plan qui devait lui permettre de se rendre aux États-Unis sur l'un des navires de mon beau-père. Je rencontrai son aide de camp lors d'une entrevue secrète. Victor Besson et sa femme Dora sont l'un des nombreux couples franco-allemands qui se sont formés pendant l'occupation de l'Allemagne par Napoléon. Les époux Besson restent de fidèles sujets de l'empereur déchu. Aux archives prussiennes de Potsdam se trouve Mais Napoléon en décide autrement.
Il se présente à bord du navire de guerre, le Bellérophon, et se rend aux Anglais. Napoléon est banni sur l'île de Sainte-Hélène, sous domination britannique. L'homme qui avait changé le visage de l'Europe est maintenant seul, désarmé et amer. Et donc Napoléon se rend. Mais il se rend en ayant l'impression qu'il reste encore quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un à qui on doit des égards, à qui on doit beaucoup de respect. Ce que les Anglais ne comprennent pas, mais une fois qu'il s'est rendu et une fois qu'il est sur le bateau amiral des Anglais, le Bellérophon, qui l'emmène sur l'île de Sainte-Hélène, à ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il voit qu'il a non seulement tout perdu, mais qu'il a perdu aussi l'estime de ses adversaires, et je suppose que pour lui, ça a dû être une humiliation très très profonde. Les vainqueurs se retrouvent en congrès à Vienne. Le tsar Alexandre, l'empereur François d'Autriche et le roi Frédéric Guillaume III de Prusse redessinent l'Allemagne et l'Europe. Les tractations vont bon train. Au château de Schönbrunn, les petits monarques marchandent eux aussi en vue de leur retour au pouvoir. Les réunions et les négociations durent plusieurs mois. L'acte final du congrès de Vienne présente le nouveau visage de l'Allemagne. Il porte entre autres le paraphe de Metternich, le négociateur autrichien. C'est la naissance de la Confédération germanique. Les États qui la constituent auront une armée commune. Et elle est dotée d'un parlement unique, la Diète. La Confédération est l'héritière de la vieille Allemagne, mais aussi des idées nouvelles de Napoléon. La Prusse récupère de grands pans de ses territoires perdus. Cologne devient prussienne. La Kölnische Zeitung tient fidèlement la chronique du congrès de Vienne. En cette période mouvementée, chaque heure apporte son lot de nouvelles exaltantes. Mais Dumont, le directeur du journal, tâte vite de l'arbitraire du nouveau pouvoir. Comme l'avait fait la France, la Prusse exerce une censure redoutable. Plusieurs fois, l'éditeur décide de publier des pages blanches en signe de protestation. C'est sous la domination prussienne qu'est enfin achevée la cathédrale de Cologne. L'édifice devient l'emblème de la capitale rhénane. Sur les 116 tableaux de maîtres allemands enlevés par Vivant Denon, le directeur du Louvre, 110 sont retournés à Berlin. 2 autres se trouvent à Milan et un à Londres. Les 3 derniers n'ont jamais été retrouvés. Des monuments sont érigés en souvenir des guerres de libération nationale. Parmi eux, l'édifice surmonté d'une croix qui se trouve sur le Tempelhofer Berg à Berlin. Le monument a donné son nom au célèbre quartier de Kreuzberg. C'est l'œuvre de l'architecte berlinois Karl Friedrich Schinkel. Schinkel dote aussi le quadrige d'un nouvel emblème. La déesse de la paix qui guide l'attelage tient désormais la croix de fer et devient le symbole de la victoire sur Napoléon. En Allemagne, en Europe, une page de l'histoire se tourne. Napoléon a tout perdu, mais son mythe lui survivra. Il a apporté liberté, égalité, mais aussi mort et détresse en Allemagne.